commence. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Jeune Actu. Nous sommes le 18 novembre et il est 11h24. Le thème de cette troisième émission de radio, c'est une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire, la Russie depuis 1991. Pour débuter cette émission, Lohan va nous faire les titres de l'actualité. Titouan fera la revue de presse. Nous écouterons ensuite un morceau qu'a choisi Maë qui est malheureusement absent aujourd'hui. Nous écouterons par la suite Nina et son billet. Un nouveau morceau de Maë viendra et nous clôturerons cette émission par un débat sur la question « La Russie est-elle une grande puissance ?» Lohan, je vous laisse débuter. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour les titres de l'actualité en rapport avec le sujet du jour qui est la Russie depuis 1991, nous avons tout d'abord la Russie qui reconnaît, le mardi 16 novembre, donc avant-hier, avoir détruit un satellite avec un missile, un acte considéré comme dangereux et irresponsable par les États-Unis, ce qui a menacé la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, dite ISS, et qui a aussi généré plus de 1500 débris orbitaux. Ensuite, nous avons le prix Sakharov pour la liberté de pensée, qui a été décerné à l'opposant russe de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, incarcéré depuis début 2020, donc qui lui a été donné le 20 octobre. Merci beaucoup Lohan. Titouan, je vous laisse faire la revue de presse. Bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi un premier article de Le Monde. 1991-2011, les Russes partagés entre nostalgie et désillusion. J'ai choisi cet article car il va montrer l'avis général des citoyens russes sur le changement de régime de 1991, 20 ans après. Cet article nous dit que 20 ans après le putsch raté de Mikhail Gorbatchev, les Russes sont mitigés. 58% disent regretter la fin de l'URSS. Selon le FOM, 17% des Russes disent qu'il aurait mieux fallu que les putschistes mènent à bien leur projet. Une étude montre aussi que 39% des citoyens voient le putsch raté, je cite, comme un moment tragique qui a eu des conséquences funestes, seulement 10% voient la défaite des putschistes comme une avance démocratique. Selon le Levada, 49% des personnes interrogées pensent que la Russie va dans la mauvaise direction. Donc selon l'avis des Russes, l'avis des Russes est vraiment partagé. J'ai aussi pris un article parlant de l'actualité des tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine. Un article du LCI, tensions entre l'Ukraine et la Russie. Cet article nous dit que des dizaines de milliers de soldats russes seraient à la frontière ukrainienne. L'Ukrainienne accuse donc Moscou de vouloir envahir le pays. Les deux pays sont en conflit depuis 2014, après l'annexion de la Crimée. La Russie accuse aussi l'Ukraine de provocation. 100 000 soldats seraient postés aux frontières, un chiffre contesté par les Américains, mais annoncé par les Européens. L'objectif russe serait de mettre la pression à l'Ukraine et par la même occasion à l'Occident. Les tensions seraient parties d'une tentative d'un sommet de la paix du président ukrainien. Merci Titouan, ce fut très intéressant et enrichissant. Nous allons désormais écouter un morceau de Maë. Merci de nous avoir fait diffuser ce morceau. Nous allons désormais écouter Nina pour son billet. Encore. Merci. La Fédération de Russie est le plus grand pays
après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Ce pays, qui était autrefois le centre spatial soviétique, fait face à de grands risques. Dans les années 1990, marquées par la difficile transition vers une économie libre et l'instabilité des nouvelles organisations politiques et administratives, la Russie connaît une reprise économique liée au renforcement des pays dans tous les domaines. Elle cherche désormais à renouer avec le statut de grande puissance et à réaffirmer son hégémonie à l'ère post-soviétique. Tout d'abord, entre 1885 et 1991, le dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, débute des réformes libérales amenant à l'éclatement de celui-ci, car les républiques formant l'URSS proclament leur indépendance. Par ailleurs, de nouvelles frontières sont contestées, provoquant certains conflits dits importants, comme les deux guerres de Tchétchénie. À partir de cet effondrement, la Russie se voit forcée de remettre en cause son modèle économique communiste, mais cela amène à une crise d'adaptation profonde. Il y a une chute du PIB du pays en 1991 et 1998. Cela déclenche une augmentation du chômage. Mais cette crise économique ne s'arrête pas là. Elle s'accompagne d'une crise financière, démographique et sociale. Depuis 2010, la Russie utilise de nouvelles puissances. Tout d'abord, une nouvelle puissance économique. Elle dispose d'atouts stratégiques, comme étant la 10e plus grande puissance économique mondiale. De plus, c'est une puissance géopolitique. Elle possède l'arme nucléaire et un siège à l'ONU. En revanche, il y a des limites à cette puissance. Depuis 2014, la multiplication des crises diplomatiques avec l'Europe ou États-Unis aide à la fragilité de la géopolitique russe. De plus, la démocratisation dans le pays se voit être difficile. Elle vient d'emprisonnement d'opposants politiques et depuis 1991, il n'y a pas eu d'alternance politique, car Vladimir Poutine est resté au pouvoir depuis les années 2000. Le pouvoir a multiplié les atteintes aux droits de l'homme qui sont surveillées. Enfin, les disparités sont fortes. Les Russes n'ont pas les mêmes degrés d'insertion à la mondialisation. Il y a une différence entre les régions de l'Ouest, qui sont les régions centrales de la Russie, qui sont dynamiques économiquement et bien intégrées, et les régions de l'Est, comme la Sibérie, qui se marquent comme en retard de développement. La Fédération de Russie est le Merci Nina pour ce billet très intéressant. Le deuxième morceau qui va vous être diffusé, c'est en fait la deuxième version de l'hymne russe qui a été transformée parce que le pays n'est plus soviétique. Merci.
diffusion. Pour clôturer cette émission, va avoir lieu le débat sur la question « La Russie est-elle une grande puissance ?» Timéo va défendre l'opposition et Océane va nous expliquer ses arguments qui seront du coup pour que la Russie c'est une grande puissance. Je te laisse débuter, Océane. Merci. Donc, par rapport au pouvoir politique, la Russie a eu pendant 20 ans un partenariat avec l'OTAN et une très bonne relation avec la Chine, qui est une puissance également mondiale. Sur le plan militaire, c'est la deuxième puissance militaire du monde en 2020. Elle détient l'arme nucléaire et c'est aussi une puissance navale. Elle détient un porte-avions. Sur le plan économique, elle est au 5e rang mondial des États producteurs de houille. Donc, ce qui concerne le charbon, le gaz, voilà. Au niveau territorial, sa superficie est de 17 125 191 km². Donc sur ce territoire, en 2019, la population était de 146 millions d'habitants. La Russie est donc le 9e pays le plus peuplé du monde. Sa densité est de 8 habitants au km². Et voilà. En 2016, Vladimir Poutine a dit « L'Amérique est une grande puissance, la seule superpuissance restante, je suppose, au Forum économique à Saint-Pétersbourg, ce qui montre que lui-même ne se considère plus comme une grande puissance. » Alexei Navalny, qui est un opposant politique, enfermé, ce qui montre que Poutine redoute l'opposition et veut censurer l'opposition publique. Le PIB russe est inférieur aussi au PIB américain. Il y a une disparité qui est forte. Les Russes n'ont pas les mêmes façons d'insertion à la mondialisation. Ensuite, il y a une corruption, surtout au niveau de l'industrie du pays qui est ravagée et qui se fait rattraper notamment par les pays émergents. Par exemple, le problème du réseau routier qui illustre cette situation. Donc, pour montrer avec des chiffres, la Russie, elle construit que 1000 km de routes par an, alors que par exemple la Chine en construit 40 000. Donc, cette corruption, elle fait perdre presque entre 200 et 400 milliards de dollars au budget de la Russie, ce qui prouve que la Russie est en train de plonger dans une crise économique. Et en plus de ça, le président lui-même, Vladimir Poutine, a confirmé cette idée de supériorité, notamment de l'Amérique, avec son allocution au Forum économique à Saint-Pétersbourg. S'ajoute à ça une augmentation du chômage et une crise diplomatique. On va dire de plus. Vous voulez reprendre la parole ? Arnaud et Océane. Timéo, je vous laisse passer le micro à Arnaud. C'est cela ? Donc en réponse, en contre-argument, par rapport ne serait-ce qu'à la question de la route, je ferai remarquer que ce n'est pas non plus l'axe de communication et de transport le plus pertinent. Également que même si elle traverse apparemment une crise économique, elle a en partie un avenir relativement radieux, puisque du point de vue de l'énergie, c'est un pays qui a une puissance mondiale pour le futur, notamment avec le pétrole et les gaz naturels. Notamment dans l'inscription de la mondialisation, quelque chose qui avait été plusieurs fois abordé en cours notamment, c'est quand même il y a de grands CBD à Moscou notamment. Et voilà. Merci Arnaud. Il me semble que Timéo et Eva veulent ajouter quelque chose. D'accord pour ce possible futur meilleur, sauf qu'on retiendra quand même que la Russie est plongée dans une histoire difficile parce qu'elle a par exemple perdu la guerre froide, ce qui l'a plongée dans une réelle difficulté sur plusieurs domaines. Plus rien à ajouter ? Et
vous, Monsieur Néry, a quelque chose à ajouter, donc je vous laisse le micro. Merci. Bien, je suis très content des arguments que vous avez retenus. Ils sont nombreux, mais je vous propose de faire tous ensemble une synthèse. En termes de territoire, Flavie, est-ce que la Russie est une grande puissance ? Compte tenu de l'échange que nous avons eu, est-ce qu'on peut dire qu'en termes de territoire, est-ce que la puissance de la Russie peut reposer sur son territoire ? Oui, Flavie nous dit oui, effectivement, 17 millions, c'est le plus grand État du monde. De nombreuses ressources nous a rappelé Arnaud, notamment en matière d'hydrocarbures énergétiques. Et ça fait partie des facteurs d'influence que la Russie peut avoir, puisqu'elle peut tout à fait du jour au lendemain décider qu'elle coupe l'approvisionnement en gaz, notamment à l'Europe. Et aujourd'hui, il y a tout un enjeu autour des conduites, des gazoducs à destination de l'Europe. La Russie a là un facteur de puissance, c'est un aspect de son soft power. On poursuit. En termes de population, Mathis, est-ce que la population est l'atout majeur de la Russie ? Combien d'habitants ? Est-ce que quelqu'un a le chiffre parmi les élèves qui ont préparé ? Océane ? Environ 146 millions d'habitants en 2019. Et si je vous disais qu'il y a 5 ans, c'était 148 millions, qu'en déduisez-vous ? Très bien, je retiens avec Arnaud. Un déclin démographique. On est en situation de déclin démographique. La démographie russe, elle est en difficulté, elle est atone, il y a un faible dynamisme démographique. Petite remarque également, le groupe d'Océane a évoqué les densités. Ces densités, elles sont en moyenne faibles à l'échelle de l'ensemble du territoire et on a une population qui est très inégalement répartie. Nina, comment pourrait-on expliquer cette très inégale répartition de la population en Russie ? Est-ce que quelqu'un a un élément d'explication ? Pourquoi la population est-elle concentrée du côté de la Russie d'Europe et finalement plus faible ailleurs, Arnaud ? Parce qu'il y a une grande partie des zones qui sont inhabitables, notamment par la taïga. Très bien, on a une zone qui est une zone sibérienne qui est difficilement occupable par les activités humaines, compte tenu du froid, compte tenu également du milieu, avec des boues persistantes qui rendent difficile l'occupation humaine, malgré la richesse des ressources. Pour info, un petit scoop, il y a un député russe qui propose, non je crois que c'est un ministre russe, ministre de l'Intérieur, qui propose de créer des villes nouvelles en Russie pour réoccuper la Russie. C'est tout nouveau, ça vient d'être annoncé. Et écoutez bien l'enjeu. L'un des enjeux de ces villes russes, c'est d'occuper notamment les régions sibériennes limitrophes de la Chine, car la Russie a désormais peur que la Chine empiète sur son territoire. Donc il s'agit de manifester l'occupation humaine. On continue. On a fait territoire, on a fait population. Quand vous prépariez le débat d'aujourd'hui, vous vous êtes posé la question de l'innovation. Est-ce que la Russie est une puissance qui innove ? Qui va intervenir ? Est-ce que la Russie a des capacités d'innovation ? J'écoute Wycliffe. La Russie a des capacités d'innovation, par exemple, avec de nombreux outils, par exemple, d'espionnage au sein de l'État russe. Et donc ça montre une puissance technologique qu'il possède. Alors là, vous articulez innovation et capacité militaire. C'est l'occasion pour nous, peut-être, de diffuser un petit extrait qu'on a calé avec Olivia. Allez-y. C'est un message d'alerte lancé ce matin par la NASA. Les gars, nous vous demandons d'entamer la procédure de mise en sécurité. La NASA demande aux 7 astronautes à bord de la station internationale de se mettre à l'abri. La raison ? 1500 débris d'un vieux satellite qui vient d'être pulvérisé par un missile russe sont repérés à proximité de la station. Très vite, 3 membres d'équipage rejoignent le vaisseau Soyouz. Les 4 autres astronautes montent à bord de la capsule Crew Dragon. Ils sont prêts à se désarimer pour rejoindre au plus vite la Terre. À quelques jours près, Thomas Pesquet aurait pu vivre cette alerte. Il se met à la place de ses confrères, surtout ceux arrivés il y a quelques jours pour le remplacer. C'est un peu drôle d'arriver à bord de la station spatiale, d'essayer de trouver leur marque, de s'orienter, de se déplacer, et puis de commencer le boulot tout doucement, et puis d'être accueilli par une situation d'urgence comme celle-là. Mais ça fait partie du boulot, en fait, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Cet après-midi, les astronautes ont finalement pu rejoindre le cœur de la station. C'est bien un tir de missile russe détruisant un satellite qui a provoqué tous ces débris. Le porte-parole de la NASA dénonce l'irresponsabilité de la Russie.
Ce test va entraîner une augmentation significative des risques qu'encourt l'équipage de l'ISS. Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la viabilité à long terme de l'espace. Même condamnation de la part de l'OTAN ou de la ministre des Armées, Florence Parly. Les saccageurs de l'espace ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger. De leur côté, les Russes démentent avoir mis en danger l'équipage de l'ISS et rappellent que l'Inde, la Chine et les États-Unis ont déjà effectué des tirs similaires ces dernières années. Mais cette démonstration de force a bien un impact. Ces nouveaux débris ont rejoint les 30 000 de plus de 10 cm qui encombrent déjà l'espace et qui menacent de percuter les satellites de télécommunications. Merci Olivia pour la diffusion de ce court reportage. Je laisse la parole à Monsieur Néré. Merci beaucoup. Il nous faut compléter cette présentation de la puissance russe. Je vais demander à Sarah. Sarah, de votre point de vue, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Russie est une puissance économique? Je dirais que oui. Mais je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. Mais peu d'arguments. Wycliffe se propose de compléter. La Russie représente presque 2% du PIB mondial. Ouais, c'est énorme. Comment? C'est beaucoup. Par rapport aux 300 pays qu'on reconnaît. Ouais. Alors, sur le plan économique, la Russie ne peut pas être considérée comme une puissance économique majeure, compte tenu de ses capacités de production. Certes, elle a des ressources et elle peut appuyer ses revenus sur ses ressources. Elle est faillible face aux variations des cours de ses ressources. Par exemple, lorsque le prix du gaz était faible, le prix du pétrole et du gaz était faible, eh bien, elle avait moins de revenus. Là, actuellement, l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, ça l'arrange. Elle s'enrichit ainsi. Mais ce n'est pas une puissance économique majeure. Poursuivons. Sur le plan culturel, est-ce qu'on peut parler de rayonnement russe? Oui, mais principalement et de façon assez moderne, comme rayonnement culturel sur Internet. Tout à fait, développé. Un rayonnement Internet notamment d'un point de vue humoristique et l'image donnée par la Russie, par des vidéos faites par de nombreux amateurs qui aujourd'hui devient emblématique. J'ai une question à poser à tout le monde. Ces amateurs, ils travaillent pour qui? Est-ce qu'ils sont vraiment amateurs? Est-ce que... Je sais pas. Monsieur Poutine. Bon, ok. Alors on va faire une distinction. J'imagine que parmi ces amateurs, il y a des amateurs sincères qui effectivement s'expriment librement, comme dans tout pays, toute population. Seulement, Vladimir Poutine a eu la capacité, je vous rappelle que c'est un ancien des services secrets russes et même des services secrets soviétiques. Et donc il a créé un service qui recrute une véritable armée de trolls qui sont capables finalement d'influencer les réseaux sociaux au moyen des messages qu'ils diffusent. Et c'est une capacité d'influence dont on s'est aperçu à l'occasion de plusieurs élections. Est-ce que dans la classe, il y a des élèves qui connaissent des élections dont on a soupçonné Vladimir Poutine d'être le manipulateur? J'écoute Mathis. Les élections pour les présidentielles des États-Unis. Tout à fait. Expliquez. En fait, il y avait... C'était Clinton qui était opposé à Trump. Alors, c'était pas Clinton qui était opposé à Trump, mais c'était au moment de l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump l'a emporté. Et on soupçonne Vladimir Poutine d'avoir fait en sorte qu'il l'emporte parce que, visiblement, c'était le candidat américain qui était le plus compatible en termes de proximité, pas vraiment d'idée, mais en tout cas de soutien potentiel avec Vladimir Poutine. Ce soupçon, il a été fort. Petite remarque, l'élection présidentielle française a été perturbée également, semble-t-il, par une tentative de mésinformation orchestrée par les services secrets de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, les services de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, ayant repéré que certains des mails auraient été utilisés par les services soviétiques pour influencer l'opinion publique. Bien. On a finalement fait également l'influence politique. Et dans le domaine militaire, est-ce que la Russie est une grande puissance? Pommeline, est-ce que la Russie est une grande puissance militaire?
je serais tenté de dire qu'elle le reste encore, parce qu'elle a des capacités effectivement nucléaires qui sont considérables, héritage de la guerre froide. Cependant, ces capacités militaires, elles ont connu des failles. Est-ce que vous avez des exemples des défaillances des capacités militaires russes? J'écoute Hugo. Le sous-marin russe qui a coulé. Le Kursk. Oui. Effectivement, faisant un grand nombre de victimes, des marins qui ont péri dramatiquement. C'était un sous-marin nucléaire et ça a montré, comment dirais-je, le caractère vétuste du matériel russe à ce moment-là. Actuellement, Vladimir Poutine, il est dans une entreprise de modernisation et d'innovation militaire considérable, avec de nouveaux armements, utilisant notamment les micro-ondes pour annihiler l'armée adverse. Et puis, on l'a vu avec cette expérience réalisée au début de la semaine, la tentative réussie de toucher un vieux satellite, au moyen d'un missile. Donc, quelque part, on peut parfois avoir le sentiment qu'une forme de mini-guerre froide est actuellement relancée. Conclusion. En fait, la Russie est-elle une superpuissance, Ambre? Aurélie? Ce n'est plus une superpuissance, ça c'est indéniable. Mais attention, c'est quand même... Oui. C'est une puissance qui se reconstruit. Très bien. C'est une puissance qui se reconstruit. Et regardez bien là où est l'intelligence, le smart power de Vladimir Poutine. Il cherche à articuler sa puissance militaire et sa capacité d'influence de façon à avoir la capacité, écoutez bien, d'inquiéter. Il est capable de pouvoir inquiéter ses rivaux géopolitiques. Voilà ce que l'on peut retenir de cette synthèse. Merci à tous pour ce débat et merci Monsieur Néry pour cette synthèse et cette conclusion plus qu'intéressante. Il est 11h52 et c'est la fin de cette 3e émission de Radio Jeune Actu et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Merci.